Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Comme vous le savez certainement, cette conférence est organisée par le Master 2 Management de la Technologie et de l'Innovation, co-délivré par l'Université Paris-Dauphine, l'École des Mines Paris-Tech, le LS Cachan et l'INSTM. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons procéder à la traditionnelle session des remerciements. D'abord, les remerciements vont à nos invités, que nous vous remercions particulièrement d'être présents ce soir et de nous offrir une conférence qui sera passionnante, j'en suis sûre. Nos remerciements vont ensuite à notre partenaire principal, F Initiativas, ainsi qu'aux autres partenaires qui ont permis l'organisation de cette conférence, et notamment à la junior entreprise des mines Paris-Tech. Et nous remercions également l'école des mines qui nous accueille ce soir dans ses locaux. Alors entrons maintenant dans le vif du sujet. À l'heure où la question de la compétitivité est centrale, vous pouvez vous en rendre compte à travers la presse économique, puisque ce débat est récurrent, voire omniprésent. La compétitivité hors coût devient stratégique. L'innovation en est un facteur déterminant. L'innovation, qui paraît être un terme générique à première vue, recouvre en réalité d'innombrables aspects, et parmi ceux-ci, celui de l'innovation par le business model. Bien que ce type d'innovation soit connu de tous, ces problématiques sont peu discutées. Pour y remédier, nous avons la chance de pouvoir aborder ce sujet stratégique et hautement passionnant ce soir avec nos 4 invités. Mais avant de les laisser se présenter, je donne la parole à Benjamin, qui va vous exposer plus précisément le sujet qui nous réunit ce soir. Bonsoir à tous. Alors, comme vous le savez, l'innovation par le business model est un sujet qui est extrêmement riche et absolument passionnant. Alors, pour vous introduire le sujet, quelques petits éléments de réflexion. Alors, on ne va pas tous les aborder ce soir. Quel sujet? Alors, c'est à la fois comment créer un business model pour innover en tant que tel, comment repenser le business model d'une innovation qui va, par définition, bouleverser de manière considérable son secteur. Quelle est la meilleure méthode pour changer ou créer un nouveau type de business model? Est-ce qu'on parle d'hésitation stratégique, de mode séquentiel? Est-ce qu'il y a une stratégie de portefeuille de business model comme le font certaines startups ou même Schneider Electric? Évidemment, la question du décalage entre la vision du business model et les ressources humaines et financières qu'on met en face. Notamment, M. Bénichou va parler avec probablement beaucoup d'intérêt de comment une entreprise multinationale fait migrer de compétences un très grand nombre de salariés. Également le fait que le business model concerne principalement une entreprise, mais que la chaîne de valeur, par définition, en concerne plusieurs sur un secteur d'activité. La question qui en découle est évidemment celle des parties prenantes, de la relation avec les parties prenantes sur un marché. Quand vous innovez de manière radicale en termes de business model, cela change vos relations avec vos fournisseurs, vos partenaires et vos clients. Comment on gère ce type de changement? Et puis il y a également les tensions managériales entre le court et le long terme, notamment vous innovez, vous réfléchissez à des innovations de business model qui sont passionnantes, mais vous êtes évalué par votre boss actuel. Alors, également pour introduire un petit peu plus humoristiquement le sujet, il y a Sao Kaplan qui a listé les 8 obstacles internes à l'innovation par le business model. Le produit est roi, seul lui est roi. C'est une doctrine qu'on entend souvent en entreprise. À partir du moment où vous vous focalisez sur votre produit, vous allez forcément passer à côté d'innovations de business model qui sont passionnantes. Nos responsables IT jugent le changement de système inadapté. En effet, avec un responsable informatique ou système d'information qui serait trop puissant dans l'organisation, vous allez avoir des résistances internes considérables. La question de la cannibalisation des business lines se pose également. Toutes les grandes entreprises qui ont su changer de business model de manière radicale ont au moins temporairement ou partiellement cannibalisé leur marché. Également, la peur de se mettre en relation avec des partenaires qui ont un profil inconnu ou en tout cas très différent de celui de vos clients classiques. Et puis la tension que j'évoquais à l'instant entre le court et le long terme. Vous travaillez sur un service révolutionnaire, mais vous serez évalué par votre boss actuel. En effet, il attend une rentabilité ou la réponse à des KPIs immédiates. La question sur le long terme se pose. Également, vous êtes porteur d'un projet d'innovation par le business model
l'idée est magnifique, mais le retour sur investissement est au mieux flou, au pire désastreux. Et donc là se pose la question des modes de calcul du retour sur investissement sur une innovation radicale et notamment sur une innovation de business model. Ensuite, la question de la rébellion au sein d'une entreprise qui veut bouger les lignes est un peu rebelle. C'est une doctrine, les rebelles ou les disciplinants, que nous entendons souvent. Et puis, pas d'expérimentation en situation réelle sans être certain que le prototype est parfait. C'est là la question du prototypage rapide, qui est assez récurrente en termes d'innovation. Elle est la même sur le business model. Il ne faut pas hésiter à tenter et à réitérer régulièrement, quitte à se tromper, mais on apprend mieux en se trompant. Donc pour traiter ces sujets passionnants, nous avons réuni un panel qui nous semble très intéressant. Nous avons à la fois le président d'une filiale française d'une entreprise multinationale, IBM, qui a su innover de manière radicale en termes de business model de nombreuses fois pendant son siècle d'existence. C'est M. Bénichou qui nous fera l'honneur de son intervention. Nous avons également, avec M. Walid, un projet en plein développement qui vise à révolutionner un secteur extrêmement conservateur qui est celui de l'automobile. Donc il nous donnera un petit peu plus son avis, son expérience. M. de Tserkès nous parlera, lui, vraiment d'innovation de business model dans le secteur associatif, parce que les règles du jeu changent également dans ce milieu et il convient de s'adapter à ces changements de règles du jeu. Et puis pour parachever cette brochette de grande qualité, nous avons l'honneur d'avoir M. Pigneur, qui est chercheur à HEC Lausanne et qui est notamment co-auteur de l'ouvrage Business Model Nouvelle Génération. Quel succès. Donc Delphine, je te laisse introduire le premier intervenant. Alors, Monsieur Bénichou, IBM est un cas d'école d'évolution et d'innovation du business model. Lors de sa longue existence, l'entreprise a plusieurs fois complètement muté. Il y a encore quelques années, fabricant de PC, IBM réalise aujourd'hui 45% de son bénéfice avec des logiciels et autant avec les services. Pouvez-vous revenir pour nous sur ces éléments et nous expliquer comment votre entreprise réfléchit actuellement en termes d'innovation de business model? Comment en fait on arrive à faire muter cette entreprise et faire muter les compétences et migrer les compétences, et enfin qu'attendre des business models d'IBM dans les années à venir? D'abord, je voudrais penser que le professeur passera en premier, excusez-moi, enfin à l'école des mines. C'est un grand honneur pour moi d'essayer de démarrer devant une assemblée pareille. Écoutez, je vais essayer de retracer, de répondre un peu aux questions. Je trouvais dans les 10 obstacles dont vous avez parlé sur l'innovation des business models, des choses que je rencontre tous les jours, et notamment le responsable informatique est contre. Il est toujours contre. Le produit est roi, et c'est des choses que je remarque tous les jours. Et je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé à IBM. La première des choses, c'est en 1992, IBM était une entreprise qui réalisait 90% de son profit autour du matériel. Les ingénieurs que nous recrutions à l'époque étaient des grands spécialistes de physique du solide et de silicium. Aujourd'hui, IBM fait 90% de son profit dans l'immatériel, c'est-à-dire les logiciels et les services. Et nous recrutons 90% des gens nouveaux, notamment dans la recherche, dans des PhD en mathématiques. Il est toujours une constante qui est l'innovation, mais cela étant, vous voyez qu'en l'espace de quelques années tout de même, l'entreprise s'est totalement transformée et ça reste cependant IBM. Les valeurs n'ont pas changé. Il y a un certain nombre de philosophies qui étaient celles d'IBM à sa création il y a 100 ans, exactement en 1911, sont toujours les mêmes. Mais entre-temps, que de révolutions, et notamment les révolutions dans les business models. C'est une des choses que je trouve absolument évidente quand on se replonge sur cette histoire. Alors d'abord, pour reparler un peu d'IBM France, vous dites que c'est une filiale, c'est une entreprise qui est dans un réseau à l'intérieur d'IBM, j'en reparlerai, de 11 000 IBMers, 92% d'ingénieurs ECAL, qui a un laboratoire de développement de logiciels qui est
justement qui fonctionne, on en reparlera, un business model assez innovant, totalement en réseau. Il est très difficile de dire à Arnaud Montebourg que les choses sont uniquement made in France, je vous le dis tout de suite. Et pourtant, j'ai cette discussion avec lui. En réalité, le laboratoire travaille, mais il travaille avec un laboratoire associé. Et franchement, l'innovation dans le développement, notamment applicatif ou de logiciels, c'est forcément quelque chose de viral, de collaboratif. Il est très difficile de dire que c'est français ou indien ou américain. Cependant, il y a 700 personnes qui travaillent dans ce laboratoire, et ce sont bien des Français, enfin, je ne sais pas lesquels, en tout cas, ils sont basés en France, et tout ceci marche particulièrement bien, ils sont particulièrement remarqués au niveau mondial. Donc la question que je voulais me poser, en fait, c'était, en reprenant cette histoire, de vous retracer un peu les changements de business model que nous avons pu mettre en œuvre, et peut-être que ça nous donnera à réfléchir. La première des choses, quand je vous ai parlé de 1992, je me souviens très bien de cette période, c'est la période où IBM a failli mourir. Voilà une entreprise d'environ 400 000 personnes. Et en 1992, et ce n'est pas une plaisanterie, en 1992, nous avons subi, j'étais là d'ailleurs, déjà, une expérience de mort imminente. En un quarter, l'entreprise, en un trimestre, pardon, l'entreprise a perdu 15 milliards de dollars. Et lorsque j'ai travaillé plus près de celui qui a été le Chief Executive Officer, qui a finalement aidé à la résurrection d'IBM, Louis Osner, j'ai eu la chance de bosser pour lui, quand j'étais aux États-Unis, il m'a raconté cette histoire qu'il y a eu effectivement pour les États-Unis un week-end où il fallait trouver de l'ordre de 600 millions de dollars pour juste payer les employés, et ils ne les avaient pas. Et ce ne sont pas des entreprises qui sont subventionnées, or too big to fail. We would have failed. I can tell you that. Nous n'étions pas une banque, nous n'étions pas une entreprise subventionnée par quiconque. Ce sont des entreprises qui sont mortelles. Et d'ailleurs, quand vous regardez les entreprises qui sont centenaires de technologie de 1911, alors General Electric, oui, mais effectivement, mais je parle de technologie juste dans ce domaine-là, dans l'IT, il en existe d'autres. Il y a aussi NCR, qui était en 1911. Mais dans je dirais, ce scope de business, il n'y en a pas énormément. Et tant d'entreprises dans le monde de l'informatique et de l'IT, y compris General Electric, qui a totalement abandonné le monde de l'IT, ont fini par soit évoluer, soit mourir, soit être absorbés. Donc c'est une chose de la vie que les entreprises sont mortelles, comme les civilisations. Et nous avons vécu ça. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Je pense qu'après le recul des choses, tout le monde s'accorde à dire que nous avons simplement loupé une mutation technologique. Une. Et qui était extrêmement importante, c'était ce que l'on a appelé le client-serveur. IBM était, et ses chercheurs, résolument contre le client-serveur, pensaient que c'était une absurdité technique. D'ailleurs, vous savez quoi? Enfin, à l'heure du cloud, où tout est recentralisé, et où le client-serveur est devenu pratiquement l'ennemi, au fond, stupidité qui consiste à mettre toute la force sur le réseau, c'est-à-dire avoir des applicatifs en local, et puis des applicatifs très lourds en local, et puis des applicatifs très lourds en centrale, tout ça n'a plus de sens. Et au fond, quand vous regardez les business models qui sont induits du cloud computing, vous verrez que peut-être 20 ans à l'avance, IBM avait un peu raison. Nous revenons aujourd'hui vers une informatique consolidée, virtualisée, centralisée. Mais ce business model, cette mutation technologique a failli coûter la vie à IBM. Alors, ce qui a été fait, d'abord avec Louis Osner, ensuite avec Saint-Palmisano, ça a été précisément de faire deux choses. La première des choses était de créer une entreprise totalement intégrée, mondialement intégrée.
La question qui se pose, c'est est-ce que vous pensez que IBM était l'image même d'une multinationale? Et vous pourriez vous dire, mais c'était déjà une entreprise mondiale avant l'heure, elle était déjà présente dans 170 pays. Au fond, qu'est-ce que nous entendons par une entreprise globalement intégrée? Globally Integrated Enterprise. Bien, ma foi, c'était une totale révolution. Il s'agissait de mettre les process dans les endroits qui étaient les mieux à même d'être réalisés. Il s'agissait de reconsolider un certain nombre de back-office. Il s'agissait de complètement rendre virale la recherche et de trouver en réalité les endroits sur la planète qui pouvaient porter ces process et ces modèles les meilleurs et les mieux placés en fonction des compétences que l'on pouvait trouver. C'est à ce moment-là que IBM est devenue une entreprise. Les gens me disent, est-ce que c'est une entreprise américaine? Je crois que vous l'avez présenté ainsi, n'est-ce pas? On peut se poser la question de savoir si IBM est une entreprise américaine. J'ai eu cette discussion un jour avec Laurent Wauquiez, qui me disait les entreprises ont des racines, mais elles sont d'un pays. Et moi je lui disais, bon, je suis à peu près au COMEX d'IBM Corporation et je ne vois aucune décision qui sont prises en fonction de l'agenda politique américain. Aucune. Et si c'était le cas, je vous le dirais. Mais en revanche, il dit oui, alors combien y a-t-il d'employés à IBM aux États-Unis? Je lui dis 50 000. Mais si je vous vois venir, lui dis-je, si vous pensez que c'est par le nombre d'employés, alors je vais vous dire, IBM est une entreprise indienne. Nous avons 115 000 employés en Inde. Et c'est tout à fait absurde, bien entendu, nous ne sommes pas indiens, nous sommes une entreprise mondiale, et nous travaillons dans les pays que nous servons. La deuxième chose que Lou a mis en place, et ça a l'air d'être une tarte à la crème, je pense que dans les business models, vous avez dû voir ça, surtout dans votre premier obstacle sur le produit aérien, un recentrage total sur apporter de la valeur au client. Tout le monde va vous dire qu'il est client-centric, tout le monde. Il n'y a pas une entreprise, le client est roi. Mais essayez de faire en sorte qu'une entreprise mette au-dessus de tout l'expérience client, c'est quelque chose de profondément structurant dans un business. Je dis bien l'expérience client. L'intimité qu'IBM a avec ses clients, en France on en a à peu près une vingtaine. En France, la filiale française, comme vous dites, elle fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, elle a à peu près 15% d'EBIT. Si on était coté, je pense qu'on serait allègrement dans le CAC 40. Mais on s'en fiche, mais bon, c'est la vie. Ce qui est très important, c'est que ça continue. Et la question, pour que ça continue, dans un environnement économique difficile, et avec des problèmes de compétitivité, j'entendais mademoiselle parler de compétitivité hors coût, sachez qu'il existe des problèmes de compétitivité coût qui sont énormes, et la problématique pour, bien entendu, capter cette intimité client, c'est toujours monter en valeur. En France, on est un peu structuré par, je crois, l'industrie automobile, et donc on parle, et mon voisin ne me démentira pas, on parle de monter en gamme, je crois, hein, c'est ça je sais bien. Mais d'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser. Je pense que monter en valeur, c'est autre chose. Monter en valeur, c'est essayer toujours d'avoir un business qui est acheté par vos clients et qu'il privilégie et différencie par rapport aux autres. Et c'est le stade ultime de l'humilité, mesdames et messieurs. Parce que pour que vous puissiez continuer à faire vivre votre business model, il faut que la valeur soit acceptée par le client. C'est un combat de tous les jours. Et je pense que donc, quand on se dit, par exemple, on se compare avec nos collègues dans le monde du consulting, ou dans le monde des services informatiques ou du logiciel, on voit bien effectivement une très grande diversité de business models, et notamment qui se traduit par quelque chose d'assez primaire, excusez-moi, mais j'appelle ça la marge des entreprises. Je ne voudrais pas faire une tangente, mais je crois fondamentalement que si vous voyez le problème de compétitivité en France et le problème de désindustrialisation de la France, il se mesure par la perte
extraordinaire de marge brute réalisée par les entreprises sur ces 10 dernières années. Une descente aux enfers en matière de gross profit. Une descente aux enfers pour l'ensemble des entreprises. Sachez en fait que les seules entreprises en France qui ont maintenu leur marge, quel est le secteur d'après vous? Quel secteur? Le retail, la distribution. Les seuls qui ont maintenu leur marge sur ces 10 dernières années, ce sont Carrefour, Auchan, Casino. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Alors, ce sont des entreprises extraordinaires, elles sont porteuses d'emplois, nous n'allons pas les critiquer ici, surtout pas. Ce sont des très grands clients d'IBM, donc nous les aimons. On les adore même. Mais il faut bien le dire que les marges, si c'est les seules entreprises qui ont maintenu leur marge sur la durée, alors qu'en est-il évidemment des autres entreprises qui sont positionnées sur la durée? Donc, cette idée de considérer que la valeur du client incite à deux choses. Premièrement, à être extrêmement agressif sur les divestitures. Et j'ai vécu, par exemple, moi, je fais partie de cette task force où on a décidé de vendre la micro-informatique à un Chinois qui s'appelle Lenovo, qui était assez psychédélique comme décision. Bon. Et d'ailleurs, la façon dont on faisait, d'ailleurs, on a pris cette décision, juste pour vous dire, c'était une décision de changement de business model. On avait décidé de ne plus aller dans la micro-informatique. Ce faisant, nous avons donc décidé de ne plus être le numéro 1 en taille de chiffre d'affaires. La taille n'avait aucune importance, c'est juste la valeur qui compte pour ses employés, pour ses clients et pour ses actionnaires. Mais cela étant, beaucoup ont dit, mais IBM est devenu numéro 2 derrière HP. Et quand on a commencé à discuter, c'était en 2004, tout le monde était contre, et notamment les gens comme moi qui étaient dans le business, parce que ça nous faisait une perte de levier vis-à-vis des directions d'achat de nos clients, c'était idiot, apparemment. Et une des choses qui s'est passée dans cette divestiture fondamentale, c'est qu'un jour, un IBM Fellow est venu nous parler de ce qu'il voyait comme l'évolution de la technologie. Vous savez, il y a une seule catégorie d'employés à IBM qu'on respecte vraiment. Et d'ailleurs, une seule catégorie d'IBM dont l'emploi est garanti à vie. Une seule. C'est l'IBM Fellow. Il y en a 50. Et ce sont des gens, par exemple, un des IBM Fellow, pour ceux que ça intéresse, que nous avons eu dans notre histoire, c'était Benoît Mandelbrot, le père des fractales. Et cet IBM Fellow nous explique en 2004 que les ordinateurs, les PC, ça ne sert plus à rien puisqu'il va y avoir des smartphones et des tablettes. J'ai encore les transparences si ça vous intéresse, et je vous les passe. En 2004. Et donc tout ça va devenir pervasif, dit-il en anglais, pervasive, et que par conséquent, il était plus important pour IBM de se placer en amont dans les applicatifs, dans les bases de données, dans les logiciels de présentation, que sur la plateforme. Et qu'à ce moment-là, je crois que le groupe, qui était un groupe de 15, qui était chargé de proposer la décision au comité exécutif, de jeunes mondiaux, a complètement basculé en disant si c'est ça l'avenir, alors c'est une excellente décision de transformer notre business model et de vendre la micro-informatique. Voilà. Plus important, je vais finir parce que après je vous les laisser par mais pour vous dire un petit peu là où nous allons maintenant, nous allons créer de nouveaux marchés. Ce qui est très important, c'est que je vous ai dit depuis le silicium jusqu'au PhD en maths, on en a 100 en France par exemple. C'est assez impressionnant pour moi, qui suis juste un ingénieur de bas niveau, d'avoir été invité par Cédric Villani à présider l'Institut Henri Poincaré. Mais c'est aussi pour couronner le fait que IBM respecte l'école mathématique française. Et pourquoi? Parce que nous pensons que le big data et l'analytique aujourd'hui va transformer la totalité des business models des entreprises. Je pense que c'est leur nouvelle énergie. Vous connaissez sûrement cette phrase. Il y a eu autant de données créées ces 2 dernières années que depuis le début de l'humanité. C'est vrai. Une autre chose, par exemple, vous savez, cet adage qui consiste à dire que les paroles s'envolent et les écrits restent.
après ce qui s'est passé notamment récemment dans un enregistrement un peu spécieux, on ne peut plus dire que les paroles s'envolent. Mais cependant, il est évident que c'est faux complètement. Aujourd'hui, à chaque fois que quelque chose se passe, les réseaux sociaux bruissent de toutes parts, et il suffit simplement de capter ces informations non sollicitées, ces questions non sollicitées, pour savoir exactement ce qui se produit. Et si vous avez des systèmes qui sont capables d'analyser en très grand nombre ces données et d'en comprendre la véracité, parce que sur Twitter, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, bien entendu, donc le problème c'est aussi de savoir si elles sont vraies, ces informations, vous avez là de l'or pour bâtir un business model qui est en parfaite intimité avec vous. Donc nous pensons, voilà, c'est une des choses que nous avons proposées, nous proposons aujourd'hui et nous créons ce marché avec nos clients la plupart du temps, et nous apprenons avec eux. C'est quelque chose qui va aujourd'hui représenter peut-être dès 2015 de l'ordre de 30 à 40% du business, qui est une entreprise qui fait dans le monde 104 milliards de dollars. 30 à 40% sera complètement dédié à ce qu'on appelle le business analytique, le big data, toutes ces analyses prédictives qu'il est possible de faire avec toutes les données telles qu'elles sont aujourd'hui à votre disposition. Donc voilà, créer les marchés, c'est une des voies très importantes. Ça ne nous empêche pas d'avoir besoin de beaucoup d'innovation. L'innovation, je vous l'ai dit, c'est quelque chose de viral. Et c'est une donnée constante. Nous avons quand même à IBM, il faut le dire, plutôt des carrières longues. Les gens rentrent à IBM comme moi, par exemple, il y a 25 ans, et ils restent longtemps. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un problème d'âge qu'allons-nous faire des vieux, quoi, en gros, c'est ça que ça veut dire. Et il n'y a pas de problème d'âge. Il y a juste un problème d'énergie et de transformation des compétences. Donc il faut, si vous me permettez, pour essayer de changer, de transformer les business models, adresser ce problème fondamental qui est la mutation des compétences dans l'entreprise. Comment cette entreprise de 430 000 personnes, de 400 000 personnes, avec 90% de ses skills basés sur le hardware, est devenue une entreprise de 400 000 personnes avec 90% de ses skills basés sur le business analytics. Est-ce que tout le monde est resté au cours du chemin? Non. Ce serait un mensonge que de le dire. Il y a une description créatrice dans les entreprises, et il faut laisser les entreprises faire leur description créatrice. C'est un autre débat, j'imagine, mais il faut laisser les entreprises transformer leur business model. Il faut donner la souplesse et la flexibilité aux entreprises pour leur permettre. C'est fondamental. Et ça n'est pas le cas en France. Sachez-le, ce n'est pas le cas en France. Je laisse la question ouverte. Mais il est évident que si on ne fait pas ça, on n'arrive pas à adapter les compétences et on n'arrive pas à se projeter dans le marché qu'on a décidé de faire. J'espère qu'on en discutera. Je suis assez intéressé de voir ce que le professeur dira de la transformation d'IBM. Je pense j'ai lu le livre avec beaucoup de... mais c'est une chose, notre transformation, dont on est plus ou moins fier, qui a été extrêmement difficile, parce que dans ce périple qui a consisté à IBM de passer de 400 000 à 435 000, il y a eu une période en 1993 où IBM est descendu à 200 000 personnes. Il a fallu perdre 200 000 emplois. Une mutation technologique ratée, et vous détruisez la moitié des emplois d'une entreprise. Pensez-y. Une mutation technologique ratée, et vous détruisez la moitié. Donc, je voudrais juste passer ce message ici pour dire que la flexibilité, les changements de business model, c'est absolument vital. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis absolument ravi d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors la séance de questions-réponses aura lieu après les interventions. Mais M. Bénichou a parfaitement introduit l'intervention de Michael Walid en parlant du secteur automobile. Est-ce que rapidement, Michael, vous pouvez nous expliquer votre projet et puis
Là, on a parlé de changement de business model. Là, c'est la création d'un business model sur un secteur relativement conservateur. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre projet et ses étapes? C'était très bien introduit. Et en effet, presque tout a été dit. On peut juste le traduire dans le milieu de l'automobile. Le Free Car Project, qui est un projet qui est né sans le vouloir, petit à petit. Je travaille dans l'industrie automobile depuis une vingtaine d'années maintenant. Et à force de voir à peu près tous les métiers, ingénieur, designer, stratégie, et puis ensuite de voir ce qu'il y avait à faire sur le... Je regarde ce qui est à l'écran. C'est aperçu que oui, en effet, ce qui a été dit au tout début, le produit roi est un des problèmes. Après, il y a tous les problèmes humains de dire qu'on est mesuré par son chef et toutes ces choses-là qui sont quelque part, tant mieux, ça reste encore un peu humain dans l'entreprise. Le produit roi est un vrai problème qui, dans l'industrie automobile, a une échelle vraiment très différente des autres produits de consommation. Parce qu'il pèse 1,5 tonne, il coûte 25 000 € en moyenne. C'est le deuxième achat des ménages, du budget. C'est quelque chose qui est, du coup, c'est 1,5 tonne de produits manufacturés. Maintenant, on se rend compte qu'écologiquement, c'est pas non plus une bonne direction. La montée en gamme, qui est vue comme une montée produit, alors qu'elle devrait être vue comme une montée en valeur, ce qui est une très belle expression que j'ai apprise ce soir. Entraîne une sorte de dramatisation de l'objet automobile, en disant que ça devient de plus en plus cher, lourd, puissant. Et pour nous faire gober cette histoire-là, les constructeurs automobiles qui ne misent que sur cette direction dépensent des sommes colossales en budget communication pour nous dire ben voilà, le suréquipement est une qualité et que c'est ce dont on a besoin. Alors qu'on voit bien que tous les différents business models ou sociétés qui se sont développées se sont faites en valorisant d'autres choses. Ceci étant dit, l'objet, on va pouvoir tourner. Je me suis intéressé à essayer de voir, avec un peu de recul, l'automobile. Quand est venu le besoin de travailler sur la voiture populaire, on s'est aperçu que le marketing nous a expliqué que tout le monde en avait besoin. La première voiture des jeunes, la dernière voiture des seniors, la deuxième voiture, la troisième voiture des familles. Tous les segments marketing était visé. Et pour tous, le premier argument d'achat était le prix. Et on nous disait, travailler sur une voiture à 8 000 €. Alors on leur a dit, mais si, parce qu'on avait déjà travaillé d'une manière sur l'objet justement pour l'ouvrir, si on arrivait à faire un véhicule à 7 000 € par exemple, ils disent, à ce moment-là on explose le budget. Mais nous, en tant que marque, on ne peut pas proposer un véhicule à ce prix-là. On ne peut pas baisser, se mettre en dessous d'une certaine valeur. Parce qu'on ne peut pas avoir les essuie-glaces automatiques à ce prix-là, on ne peut pas avoir les vitres électriques, ou on ne peut pas avoir une image de marque suffisamment valorisante. Alors Renault a essayé de le faire, enfin le fait très bien même plutôt, avec la Logan, mais si on s'est aperçu que l'objet lui-même, on pouvait descendre bien plus bas que ça. Et on s'est aperçu que, on ne s'aperçoit pas, on sait que la Logan, par exemple, cette fameuse voiture, elle ne coûte que 3 200 € à fabriquer, pour des raisons qui ne sont pas toutes aussi intelligentes que les unes que les autres, enfin encore en partie à cause de la délocalisation, ce qui est la chose à faire peut-être, mais pas obligatoirement. Mais si on regarde ça, par rapport au fait que une voiture génère énormément
de chiffre d'affaires en dehors de son domaine de l'automobile. On dépense, quand on achète une voiture, petite voiture populaire, on dépense 3 700 € par an pour la voiture, c'est-à-dire en assurance, en énergie, en entretien, en parking, en assurance, en autoroute, en péage, toutes ces choses-là. C'est une moyenne de 3 700. Si on regarde aussi les achats qu'on fait grâce à cette automobile, on s'aperçoit que c'est 2 700 €. Vous voyez les chiffres, 2 700 et 3 900, 3 700 et 2 900. Je vous laisse regarder. Et ces marchands, Ikea, Walmart, le motto de Walmart aux États-Unis, c'est No Parking, No Business. Tout s'est tourné autour de l'automobile. Donc ces clients, si on ne va pas en automobile, si on n'a pas d'automobile, on ne se rend pas chez ces clients-là. Donc le calcul, on peut faire une voiture aujourd'hui homologuée qui fait son affaire d'automobile, ne représenter que 5% du chiffre d'affaires qu'elle génère en dehors de sa fabrication et de sa vente. J'ai rajouté, en anticipant un peu sur le fait de, si on conçoit la voiture comme une plateforme, une marketplace, à ce moment-là, on peut aisément voir que faciliter tous les nouveaux services, car sharing, le tourisme, le micro-entertainment, beaucoup de choses qui sont... micro-entertainment ne voulant pas dire mettre de la musique dans la voiture, mais plutôt utiliser sa voiture comme un instrument de musique, par exemple. Bon, ceux que ça intéresse, on pourra le développer. Mais utiliser l'objet, ce qu'on a déjà, toutes les datas qui sont produites par la voiture ou par le trajet, comme le gérer d'une manière plus ludique ou plus commerciale, entre guillemets, sans parler même de la vente des datas, qui sont encore on top of that. Si on peut... Bon, merci. Donc 5% du chiffre d'affaires, c'est 2 fois mieux que le téléphone à 1 €. Quand Orange nous donne un téléphone pour 1 €, nous vend un téléphone pour 1 €, ils savent que ça représente 10% du chiffre d'affaires qu'on va générer avec ce téléphone pour eux. Donc c'est déjà, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Si donc on prend l'exemple de Google, toute proportion gardée, sachant que l'argent qu'on dépense est bien dans la vraie vie avec sa voiture est bien plus important que celui qu'on dépense sur Internet. Google, le moteur de recherche sur l'autoroute de l'information, qui gère le trafic, les réseaux, s'est construit sur cette symbolique de l'automobile, sachant que pour ce qui est de l'automobile, on voit bien qu'on a déjà les réseaux, on a déjà les habitudes d'achat, même obligatoires dès qu'on achète la voiture. On a les infrastructures, donc je dis les nœuds, les stations-service, les parkings, toutes ces choses-là sont déjà organisées, on a l'habitude. Ce qui manque pour faire rentrer l'analogie du business model de la nouvelle économie, c'est de créer le lien, le clic, le pay-per-click, entre l'utilisateur et le moteur de recherche. Hein, tout le monde est clair que le business model de Google, c'est je vous amène des clients chez vos marchands. Vous, marchand, quand vous recevez un client qui vient de chez Google, puisqu'on peut l'analyser en suivant son adresse IP, vous me reversez 10 centimes. Donc là, on voit que le chiffre d'affaires est là pour gérer cette chose-là. Il faut juste créer le clic entre l'utilisateur et la voiture. Alors, on trouvera plein d'innovations pour le faire. On peut le faire le plus simplement du monde avec sa carte bleue, c'est ce que je pense. Et après, si on veut le faire de d'autres manières, c'est aussi possible. Et à ce moment-là, quand un client va acheter chez un marchand, ou chez son assureur, ou chez son pompiste, à ce moment-là, le marchand reverse une commission, une micro-commission très faible sur le provider, constructeur automobile qui aura fourni la voiture. Cette gratuité-là est à
aussi à traduire la gratuité de Google en tant que... Elle ne sera pas la même dans la vraie vie, sur le vrai réseau, mais tu as à voir comment on va la concevoir plus tard. Oui, il y a cette importance du design aussi qui est... on parlait de l'objet roi, l'automobile encore une fois. On voit, si on prend l'exemple du téléphone, quand on est passé du téléphone au smartphone, les téléphones étaient des objets pratiques. Ils sont devenus des objets à vendre, à changer le plus souvent possible, avec des nouvelles coques roses, des boutons chromés, beaucoup de choses qui surchargeaient l'objet et empêchaient l'économie d'arriver. À partir du moment où Apple, ou je ne sais pas qui a commencé le premier smartphone, mais quand Apple a présenté un objet vide de design, même si il y avait un stylisme très prononcé qui est reconnu partout, qui est peut-être un mauvais exemple pour ce soir, mais la vente d'un objet vide à remplir de ce qu'on veut est tout à fait à l'opposé de ce qu'on fait aujourd'hui à l'automobile, où on le remplit de signes, de stigmates, de marques, qui empêchent les autres marques de pouvoir intervenir sur la voiture à un moment ou à un autre, même les fournisseurs automobiles qui ne peuvent même pas vendre en aftermarket des collections de produits ou de quoi que ce soit. Tout est bloqué par le constructeur, par l'objet, et cette fascination de l'objet tel qu'il est conçu aujourd'hui. Il n'est pas question de faire des voitures utilitaires ou quoi que ce soit. Le design, c'est un outil très important pour réussir à ouvrir le business model. C'est pour ça que j'ai fait un petit slide pour insister sur ce slide. L'ouverture, pour revenir sur le slide avant, l'ouverture qu'a fait Google, ils ont créé, bon, vous avez vu les chiffres, c'est 6 millions de dollars par jour de micro-commissions qu'ils prennent sur d'autres compagnies qui développent pour eux. Ils ont laissé d'autres compagnies le faire, et même leur design dit, venez développer. Leur design dit aux clients, remplissez de ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Cet appareil, c'est possible. Et ça reste un appareil Apple. On sait bien que cette marque est très très visible. Elle n'a pas été cannibalisée par tous les développeurs. C'est de bien dissocier qu'est-ce qui est la plateforme automobile de ce qui est la liberté laissée aux autres compagnies de venir développer sur cette plateforme. Et comme on a vu dans le premier slide, cette économie est énorme autour de l'automobile. Alors, les résultats c'est des résultats moyens qui ont été faits avec des micro-commissions très faibles. Alors, pour référence, donc je vous disais une Logan qui est vendue affichée au prix à 8 000 €, qui est vendue avec des options grâce au savoir-faire des concessionnaires 10 000 €. Ils ont très bonne marge de 7%, qui est assez incroyable, puisqu'il faut savoir que dans ce segment-là, une petite voiture, c'est de l'ordre de 2 à 3% quand on n'est pas en crise. Et dans le meilleur des cas, qu'on est BMW ou Audi, c'est 10 ou 11%. Après, on passe à Porsche à 15%, ce qui est extraordinaire. Je ne pense pas que ça ébahisse beaucoup de gens, mais c'est très faible. Hein. En micro-commissionnant une voiture, comme je vous l'ai dit, les revenus seraient de 7% sur une voiture vendue 10 000 €, ça fait 700 € par Logan vendu. Si on fait une voiture plus simple et plus ouverte à ces choses-là, les calculs ébouriffants, parce qu'on s'est ébouriffé pour réussir à les trouver et y croire, c'est 500 € par an pendant 15 ans, qui est la durée de vie d'une voiture, par voiture, en usage normal. En usage partagé, c'est jusqu'à 3 fois plus. Puisqu'il faut rajouter non seulement l'usage qui est... il y a plus de gens qui l'utilisent, et quand on utilise la voiture, c'est souvent aussi pour aller faire ses courses, mais aussi il y a tout le business du car sharing qui est à prendre. Par exemple, avec les tarifs de l'autolibre, on arrive à 1 500 € par voiture. Donc imaginons une flotte de voitures moitié usage personnel, moitié usage partagé. Ça nous fait 1 000 € de bénéfices par an, par voiture.
qui permet qui sont répartis comme ça. Qui est ébouriffant, après c'est très ébouriffé et ébouriffant par le résultat. Ces chiffres datent de 2008. Donc, ça, la petite histoire pour réussir à essayer d'atteindre les constructeurs automobiles, c'était long. Vous voyez la répartition. Bon, la gratuité n'est pas. On ne peut pas donner des voitures gratuitement dans le sens où, à ce moment-là, si on crève un pneu, on va la jeter dans la Seine et on va en prendre une autre. C'est le business qui ne sera pas rentable. L'idée est de faire un prix d'entrée qui permette aux gens à tout le monde de pouvoir se l'approprier et de se faire rembourser par la micro-commission et partagée entre le fournisseur et l'utilisateur, ce qui permet de mettre en avant les marchands aussi, donc il devient un outil marketing pour eux, c'est intéressant. Pour les fournisseurs automobiles aussi, ça leur permet de pouvoir venir vendre leurs pièces ou leurs nouveaux sans avoir à suivre le planning assez long des constructeurs automobiles en disant voilà un phare de 208 qui durera le temps de la 208 et qui sortira en même temps que la 208, qui ne peut pas se monter ailleurs, qui se montera et on en fera un autre pour la 209. Là, ils pourront vendre leur technologie, leurs innovations eux-mêmes dans une calandre qui sera à l'image de Apple, c'est-à-dire on peut venir vendre ce qu'on veut dessus. Donc on voit que la rentabilité, par exemple, en rose d'une Logan, qui serait vendue pendant 15 ans, et qui a une très bonne rentabilité, permet d'être beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant, permettre les résultats. C'est que la voiture, on n'a plus besoin d'en changer d'une manière marketing tous les ans, tous les 3 ans, en disant que le nouveau modèle, puisqu'il a les phares triangulaires, est beaucoup plus moderne que celui qui avait les phares carrés l'année dernière, et on est beaucoup plus dans le coup avec ça. Là, on pourra changer juste les phares, si c'est vraiment une réalité, d'être plus moderne avec des phares triangulaires. À ce moment-là, on pourra le faire aussi. Mais par contre, on garde la voiture, ce qui reste un objet durable. C'est une sorte de side effect assez intéressant du côté écologique. Cette voiture, quand on a commencé à approcher le sujet, on nous a dit que ça sera moche, ça ne sera pas en compétition avec... ça ne rentre pas dans la compétition avec les voitures actuelles qui sont dessinées, trop dessinées. En fait, on s'aperçoit qu'on va pouvoir les faire d'une manière très très iconique pour la marque, comme Apple le fait, et d'une manière qui sera tout à fait possible, au vu des premiers prototypes qu'on fait, tout à fait vendable, sans prix. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Je crois que on pourra creuser le sujet pendant avec vos questions, c'est assez large. La grande difficulté de ce projet, sa transversalité entre tous les métiers. La voiture considérée comme une banque, comme un outil marketing pour la grande distribution, facilitant l'assurance au pay as you drive. C'est toujours de l'industrie, c'est de la nouvelle économie. Ces choses-là ne permettent pas facilement aux différents interlocuteurs de se prononcer d'eux-mêmes. Et depuis qu'on a rendu le projet public il y a quelques mois, ça développe beaucoup de choses, de voir que chaque partenaire est sur la même longueur d'onde que les autres. Et ça soulage l'implication que peuvent avoir les décideurs sur ce côté. Merci Monsieur Walid. Nous allons maintenant quitter le monde de l'industrie et de l'entreprise pour nous concentrer pour nous intéresser au domaine associatif. En France, la plupart des associations sont fortement dépendantes des subventions publiques
Et alors se pose la question de leur capacité d'action dans un contexte de crise, de déficit public et de réduction de ses subventions. Votre association, Monsieur de Cercles, en est totalement indépendante grâce à un business model innovant. Votre activité a une triple finalité, économique, sociale et environnementale, puisque vous récupérez les invendus et les produits de grandes marques qui sont des produits de qualité, les redistribuer aux plus démunis. Pouvez-vous nous décrire le business model de votre association et comment l'idée vous est venue? Bien volontiers, je voudrais revenir d'abord, bonsoir d'abord à tous, je voudrais revenir sur les propos de mon voisin Alain Bénichou, président d'IBM. Certains dans la salle ne s'en souviennent pas, mais moi je me souviens comme c'était hier, de la campagne IBM Charlot dans les années 80. C'était les premiers PC portables, non portables, pardon, c'était pas du tout portable, ils faisaient 30 kilos, et puis il y a eu le compact, et puis il y a eu tous ces... Et moi je crois que ça illustre bien le courage et l'humilité qu'il faut pour rompre de business model. Quand on a été l'inventeur, quand on a mis des millions de dollars pour lancer quelque chose auquel IBM croyait dur comme fer et qui a permis cette mutation, et en 92, après la secousse de 92, décider de s'en séparer, alors qu'on avait des initiateurs. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce courage, parce que généralement, je l'ai inventé, donc il y a toujours à l'intérieur des gens qui revendiquent la paternité et qui freinent les cas de fer. Mais donc je pense que je voulais relever ça parce que je me souviens de cette histoire d'IBM. Je crois que c'est beaucoup plus facile, c'est plutôt ce qu'on va le dire différemment, c'est beaucoup plus difficile de changer de business model quand vous avez une base installée. Parce qu'il y a tellement de résistance au changement que là ça devient vraiment des dimensions RH, etc. On l'a tous fait dans l'entreprise qu'on a dirigée, les uns ou les autres. À un moment, on a voulu faire changer, et c'est tout ce qui concerne la résistance au changement. Donc l'agence du don en nature, c'est fastoche, en comparé, parce qu'on démarre de zéro. Et ça part d'un constat, si vous voulez, un constat tout bête, c'est qu'on a d'un côté à peu près 1,5 milliard de produits qui, dans le non-alimentaire, sont détruits chaque année chez les industriels en France. Pourquoi? Parce que c'est des obsolètes marketing. Tout ça, ça marche très bien, mais parce que la couleur a changé, parce que la formulation a changé. Je vous rappelle qu'une entreprise qui réussit, tous nos donateurs produits sont des entreprises qui réussissent, on s'est aperçu que l'ensemble de leur gamme est renouvelé tous les 3 ans. C'est chez chez L'Oréal. Donc, il vous reste toujours des petites queues de quelque chose. Les petites queues de quelque chose à l'échelle industrielle, c'est 5-6 semi-remorques, si vous voulez, de shampoing fructis, où la formulation a changé, ou tel aspirateur, ou la couleur 2013 et pas la couleur 2012, etc. Donc d'un côté, il y a 1,5 milliard, et de l'autre côté, il y avait à l'époque où j'ai créé l'agence du don en nature, il y avait 8 millions de personnes en France, chez nous, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qui vivent avec moins de 30 € par jour. Quand j'ai créé l'agence de nature, je ne connaissais pas ces chiffres, et depuis ça devient des chiffres, on les a tellement martelés, que les gens en ont beaucoup plus pris conscience. C'est des enfants, 1,8 million, c'est des femmes seules, c'est des personnes âgées, avec les retraites qui sont pour 3 francs 6 sous. Donc, devant ce constat aberrant, l'idée c'était de se dire, essayons de rapprocher, de créer un canal de distribution fiable. J'ai été distributeur et j'ai dirigé une grosse affaire de distribution à l'époque de ma vie. Donc un canal fiable entre le monde lucratif, c'est-à-dire des industriels, et le monde non lucratif des associations qui s'occupent, eux, comme vous le voyez ici, c'est eux qui s'occupent des 8 millions d'exclus que vous voyez ici. Donc, on a... Et l'idée m'est venue, si vous voulez, à la suite d'une discussion que j'avais eue avec Klaus Schwab à Davos en son temps, où il avait créé une fondation pour l'entrepreneuriat social. Et je me suis dit, au fond, en troisième vie, ce ne serait pas plus con qu'autre chose que d'être vraiment utile pour une fois, apporter une vraie valeur, qui est mesurable en pouvant transmettre à la fois avec une poignée d'autres
d'autres entrepreneurs sociaux, pouvoir mettre au service d'une cause utile et efficace à la fois notre expérience, notre énergie et notre enthousiasme. Donc, bon, on est parti, et le business model, si vous voulez, et donc pour résumer ce que c'est dans le non-alimentaire l'équivalent des banques alimentaires. La grande différence que les banques alimentaires vont chercher au lieu de proximité les produits, c'est-à-dire qu'ils vont dans le carrefour local, dans le casino local, etc., chercher les produits avant qu'ils partent à la benne, alors que nous, on traite le problème en amont, puisque vous le voyez ici, on va chercher les produits chez l'industriel qu'il faut convaincre. Alors, business model, c'était de se dire, au fond, essayons d'avoir, certains d'entre vous ont sûrement lu ce bouquin qui s'appelle Blue Ocean Strategy, qui a été par les gens de l'INSEAD, et on a eu un stagiaire un jour qui nous a dit, mais en fait, ton truc, c'est Blue Ocean. En fait, on pèse sur personne, parce qu'on rend service aux industriels, puisque eux, ils n'ont pas le coût de destruction, ils n'ont pas le risque réputationnel. Accessoirement, puisque nous sommes une association reconnue d'intérêt général, ils ont même un crédit d'impôt pour ceux qui le demandent. Et en fait, il y en a très peu qui le demandent. Si vous me posez la question pourquoi, je vous répondrai tout à l'heure. Ils ont un crédit d'impôt quand même de 60% du prix de revient industriel. Et donc, on ne pèse pas sur les industriels et on leur offre une solution, j'allais dire, clairement, parce que s'ils disent, voilà, on a 6 semi-remorques ou 8 semi-remorques de tel produit, bon, ben on les prend, on est organisé pour les prendre, puisque ça va dans notre entrepôt qui est au milieu, qui est sous-traité, ça va chez notre ensemble. Donc, on ne pèse pas sur ces gens-là, au contraire, on leur rend un service. Et puis, de l'autre côté, le monde associatif, nous avons 380 aujourd'hui associations partenaires, qui s'occupent des plus démunis, ne sont pas équipés pour aller chercher auprès des industriels ces produits. Et j'ajoute, même s'ils étaient équipés, même les plus grosses, elles vont pouvoir prendre un jour 6 semi-remorques, mais si le lendemain on leur demande à un autre industriel, il dit à propos, en puériculture, j'ai 9 semi-remorques, ce qui nous est arrivé il y a 15 jours, elle ne peut pas le prendre non plus. Donc, on devient, si vous voulez, c'est un modèle qui est un peu du B2B2C. Alors maintenant, maintenant que vous avez à peu près compris, c'est assez simple, c'est enfantin en fait. Il suffit d'y penser. C'est pas, comme on dit toujours dans la distribution, la distribution c'est 1% de vision et 99% de transpiration. Parce que ce ne sont que des détails à régler. Donc les options que nous avons prises pour faire tout ça, c'est d'avoir de nouvelles ressources. D'abord, on a exploité le mécénat, les 3 formes de mécénat qui existent. Alors, on a utilisé le mécénat financier, en prenant une option stratégique de ne pas faire appel à la générosité du public, pour une raison très simple, c'est parce que on ne sait pas faire. Personnellement, je ne sais pas faire. Je peux aller convaincre Carrefour de me donner 200 000 € et faire 3 ans. Ça, je sais faire. Mais je ne sais pas aller récupérer 10 € par-ci, 20 € par-là, c'est un autre métier. Donc, 1, le mécénat financier. 2, le mécénat de compétences. Ce qui tue le monde associatif, c'est la non-professionnalisation. Or, si on veut être professionnel, il faut se faire entourer de bons professionnels. Il faut avoir des gens qui vous sortent la comptabilité pro bono, des juristes qui vous aident pro bono, des fiscalistes qui vous aident pro bono, des gens qui vous aident dans votre communication pro bono, des informateurs. On en cherche. Bon. Des gens qui nous aident par exemple en communication pro bono. Ça permet, si vous voulez, c'est tout bête, mais ça nous permet, alors on est de notre 4e année d'exploitation, puisque c'est voilà notre rapport annuel 2012. On a arrêté nos comptes en décembre. Les comptes au 31 décembre ont été arrêtés en janvier. Ils ont été certifiés en février. Notre assemblée générale a eu lieu en mars. Et notre grande réunion entre les mécènes produits, les mécènes compétences et les associations a eu lieu la semaine dernière. Et tout ça, dans notre rapport annuel, est là grâce à notre mécène. Donc c'est idiot, mais ça crée, si vous voulez, du tangible.
c'est le deuxième aspect du mécénat. Mécénat financier, mécénat de compétences. Et le troisième, le mécénat produit, évidemment. Nous avons redistribué au 31 décembre, nous avons redistribué pour 22 millions de produits neufs, auprès de 350 associations qui ont aidé à peu près 500 000 personnes. Donc voilà le business model. Le business model, si vous voulez, il n'est pas tout à fait terminé parce que au début, il fallait un peu d'argent pour préfinancer les fruits de stockage, etc. Et toute l'idée avec le volume, c'est comme dans l'hyperdistribution, c'est que nous demandons une contribution solidaire aux associations qui commandent les produits d'environ d'une somme qui n'excède pas 5%. On demande, c'est-à-dire qu'un aspirateur Roventa tout neuf qui vaut 200 €, on va demander 10 € maximum. Donc ça veut dire que l'association commande, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout ça, c'est sur une plateforme internet. Pourquoi? Parce qu'on a voulu, dès le premier jour, être une association 2.0 et mettre à disposition des associations un site de e-don, c'est-à-dire qu'ils vont sur le site et vous pourrez voir, si vous allez sur adnfrance.org, vous tapez Agence du don de la nature sur Google, vous verrez le site institutionnel et le site de e-don. Il y a à peu près 250 références et les associations peuvent commander en ligne. On leur fait une palette hétérogène qui comprend à la fois les sous-vêtements, ce qu'ils demandent, et puis la palette leur est livrée. Donc voilà l'idée. On s'appuie énormément sur la technologie et on s'appuie sur une équipe de salariés excessivement faible, puisqu'il y a en tout et pour tout 7 personnes, et encore c'est très récent, c'est que depuis 18 mois, et il y a une vingtaine de bénévoles. On est agréé service civique donc pour couvrir, si vous voulez, le tissu associatif, pour être très proche de l'association. On a un volant de 5 ou 6 services civiques en permanence. Donc voilà le business model. L'idée c'est que, à échéance, on est aux 22 millions aujourd'hui, on veut faire x5 en 3 ans, c'est-à-dire qu'on veut passer de 22 millions cumulés redistribués à 100 millions à fin 2015. On y arrivera parce que il n'y a pas de... La seule limite, si vous voulez, que nous ayons, c'est la sensibilisation des industriels au fait qu'il y ait une alternative à la destruction à travers une filière sécurisée. Donc c'est beaucoup de travail. Donc si vous en parlez autour de vous, dites oui, ah bah tiens, j'ai entendu parler d'un truc, c'est pas forcément idiot, au lieu de détruire, de prendre un risque réputationnel, etc. Tu peux donner des produits, mais des produits non alimentaires, je rappelle, voilà. Voilà en 2 mots ce que je peux vous dire, c'est donc une espèce de place de marché qui est au service des plus démunis dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Le temps qu'il s'installe, j'introduis rapidement M. Ispinier, donc il nous vient d'HEC Lausanne exprès pour vous. Il a pris son TGV hier et il repart dès demain pour nous présenter ses réflexions. Donc il va pouvoir à la fois réagir sur les interventions de la multinationale par excellence, du projet en émergence ou de l'association qui refond un business model, et nous donner également les éléments théoriques ou de réflexion, notamment issus d'édition de son ouvrage dont il est co-auteur, Business Model Nouvelle Génération. Donc, Monsieur Pigneur. Merci. Demain. Ok. Alors c'est parti. Donc effectivement, je vais parler plutôt business model évidemment. Alex vous dit bonjour et on va faire ça ensemble parce qu'on fait beaucoup de choses ensemble, dont cet exposé ici qui ressemble un petit peu à ce que certains d'entre vous avaient déjà vu. Avant de démarrer vraiment, de vous dire ce que je vais faire pendant 20-25 minutes, je visite 3 entreprises avec vous. Celle-là, vous la connaissez, Amazon. Celle-là, c'est chez vous. Free. Celle-là, c'est aussi chez vous. Price Minister. Et la question que je me posais, qu'on s'est posée sur d'autres entreprises en son temps, c'était qu'est-ce que ces exemples ont en commun?
Et bien sûr, on peut avoir 36 000 explications. On en a vu quelques-unes tout au début de l'exposé par Benjamin. Et nous, on en a pointé 3. La première chose, c'est que ces entreprises ne se sont pas focalisées sur juste l'innovation produit. D'accord? Elles ont essayé de l'encadrer par autre chose. On appellera ça un business model, on verra ça dans un moment. La deuxième chose, c'est qu'elles n'ont pas juste pris un modèle existant et copié, ou pris parmi 2 modèles existants, celui qui semblait le plus approprié, et pris et copié. Ils ont dû inventer quelque chose, même si elles ont été inspirées par d'autres modèles. On pourrait imaginer que Google a été inspiré par le modèle de la télévision. Vous ne payez pas pour regarder la télévision et les publicitaires le font pour vous. Et la troisième chose, c'est qu'il est impossible de prouver une bonne idée avant. C'est facile après de dire Amazon connaît le succès, ou bien Price Minister connaît le succès. Mais ce n'est pas possible de le faire au début. Et sur ces 3 composants, ou ces 3 bouts de commentaires, en fait, je vais essayer de structurer cet exposé. Alors, la première chose, je vais essayer de voir avec vous ce que c'est un business model. C'est très difficile de passer après des gens de contenu, parce qu'on a l'impression qu'on est le plombier. On vient avec une boîte à outils, finalement. La deuxième chose, c'est que je vais essayer d'imaginer, et essayer d'avoir une toute petite réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire ne pas juste copier. Qu'est-ce que ça veut dire pas juste décider, mais devoir faire le design, faire la construction d'un business model. Et on en a vu quelques exemples aujourd'hui. Et la troisième chose, est-ce qu'il est possible de tester un business model avant de le rendre opérationnel? Et je ne vais pas du tout m'intéresser à l'exécution de ce business model. On a entendu quelques jolis commentaires sur la façon de transformer une entreprise. Ça ne sera pas mon but aujourd'hui. Je vais rester focalisé sur le design, sur la conception du business model initial. Ok. Alors, ici j'ai un petit truc. C'est que Benjamin, il m'a appelé, il m'a dit tu as 20-25 minutes. Je ne connais pas vos attentes et je sais, j'ai reconnu certaines personnes qui sont des utilisateurs du Canva. Donc ceux-là, ils vont être frustrés parce que je ne vais pas aller assez profond. C'est sûr qu'en 25 minutes, ce n'est pas possible de vous transformer en des experts en business model. D'accord? Donc on va rester à la surface des choses. Et par contre, quelqu'un qui n'a pas lu le livre, qui ne connaît pas le business model Canva, il va être aussi un peu frustré parce qu'il dit ça a été trop vite, je n'ai pas très bien vu tout. Donc c'est un enjeu pour moi. Ce que je vais en tout cas essayer de faire, vous allez voir comment dans un moment, c'est je vais essayer d'éviter ça, c'est de vous endormir. Et donc on va essayer de vous réveiller d'ici 2-3 minutes avec 2-3 petites questions que je vais vous poser. Ok, c'est parti. Premier élément, donc la notion de business model. Et avant ça, je vais vous poser une question. Je vais vous donner 2 minutes. Et vous allez parler avec votre voisin et vous allez essayer de vous dire à vous deux, qu'est-ce que vous pensez être un business model? Ça va aller très vite 2 minutes, d'accord? Donc il faut y aller très vite et après je vous pose une question et vous avez levé la main en réponse à ma question. Donc vous avez 2 minutes maintenant pour discuter avec votre voisin le plus immédiat et de voir pour vous c'est quoi un business model. Alors on s'arrête. Stop. Je vais vous frustrer une fois de plus. Et maintenant, par tandem, vous avez levé la main, tous les groupes qui pensent avoir la même idée entre les 2 personnes de ce que c'est un business model. Donc 10 groupes, disons, sur grosso modo 200 groupes. Alors, quand vous ne travaillez pas pour la même entreprise, il n'y a aucun souci. Mais imaginez maintenant que les 10 personnes ici ou les 20 personnes ici travaillent pour la même entreprise, essayent d'établir un business model, ils sont dans ce phénomène-là. C'est la tour de Babel, elles ont de la peine à communiquer. Alors qu'il y a d'autres objets de gestion pour lesquels il y a une sorte
d'uniformité d'adoption. D'accord? Il n'y a personne qui discute un bilan. On pense que tous les comptables se retrouvent dans la façon de présenter les comptes grosso modo. Donc c'est un objet pour lequel on a souvent ce phénomène-là. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est savoir un langage commun, qui au moins le temps qu'on fasse le design de ce business model, on puisse partager quelque chose et avoir la même vision. Et on voulait 3 caractéristiques de ce business model. On voulait un qui soit simple. Alors ici, j'ai mis un enfant, mais en fait, dans ma tête, les CIO n'aiment pas les modèles compliqués. Donc je voulais quelque chose qui soit simple, soit par le directeur, soit aussi par l'entrepreneur. Petit entrepreneur qui démarre quelque chose, par exemple un ingénieur qui a eu 12 heures de gestion dans tout le cursus de ses études. Deuxième chose, je voulais quelque chose, ou on voulait quelque chose qui couvre quand même plus que simplement la vision proposition de valeur ou client ou bien juste modèle de revenu, quelque chose, on a dit ça holistique, mais qui couvrait plusieurs aspects de l'entreprise. Et enfin, et surtout, on voulait quelque chose de visuel, quelque chose qu'on puisse utiliser comme un outil, exactement comme un architecte utilise un plan ou une maquette. C'était ça notre objectif. Et on est venu, on a imaginé ce Canva il y a déjà fort longtemps, donc presque une grosse dizaine d'années maintenant. Il a changé un tout petit peu de façon de représenter, mais les 9 blocs ici sont les mêmes. Une visite très rapide. Quand on définit un business model, mot qu'on a entendu parler par les 3 personnes précédentes, dans notre tête, on dit il faut savoir quels sont les clients à qui je m'adresse. D'accord? Quels sont les clients que je vais avoir en tête quand je vais vouloir leur offrir une prestation de service, un produit sophistiqué, un produit simple. Ça, c'est l'offre, c'est ce qu'on a appelé la proposition de valeur, c'est un concept de marketing plus ou moins connu. Et donc, c'est vraiment ce qu'on met à sa disposition, ce qu'on va vouloir lui donner, lui fourguer, que ce soit une proposition de valeur sociale, industrielle ou du futur. Quand on connaît ces 2 composants, le 3e composant d'un business model, c'est de savoir quels sont les canaux qu'on va utiliser pour atteindre le client. Il y a plusieurs façons de faire, il y a des forces de vente, il y a des intermédiaires, il peut y avoir Internet si on est dans le domaine du e-commerce, on vient de l'entendre, il peut y avoir aussi le mobile qui est une façon de rentrer en contact avec le client. Donc c'est la façon d'atteindre le client. Et le 4e composant, c'est ce que nous avons appelé la relation client. Concept un peu plus vague, et je vais prendre 2 exemples. Si vous êtes un distributeur, vos clients ils rentrent dans le magasin, ils sortent, ils sont restés anonymes. Et si vous achetez votre 3e montre de luxe suisse, vous êtes bien connu. Monsieur Pigneur, bonjour, comment vont les enfants? D'accord, donc il y a une relation fortement personnalisée. Et Amazon, c'est un peu entre les deux. Ils ont leur système de recommandation et ils font comme si c'était relativement personnalisé parce qu'ils vous proposent d'autres choses quand vous arrivez sur l'heure de devanture. Un autre exemple, si vous êtes dans une logique au départ et vous créez un nouvel opérateur télécom mobile, vous essayez d'avoir le client, donc vous êtes prêt à offrir un téléphone, vous êtes dans une logique, une relation, entre guillemets, d'acquisition. Et puis après quelques années, vous dites, tiens, j'aimerais autant garder les anciens, et vous changez un tout petit peu votre modèle d'affaires et vous allez vers une logique de rétention, vous essayez de garder les bons clients. Voilà, ça c'est un peu la notion de relation client. Et enfin, un composant important, c'est la façon de faire de l'argent. En guillemets, c'est comment est-ce que vous allez assurer votre pérennité. D'accord? Donc c'est le modèle de revenus, ou ce sont les flux de revenus, ou c'est les sources d'où viendra l'argent. Ça c'est la partie droite, c'est la partie qu'on appelle la scène, c'est-à-dire que tous ces composants peuvent être vus par le client. Mais derrière, pour rendre ça possible, j'opère quelque chose. Et là, j'ai plusieurs composants, j'en ai 3 principaux. Le premier, c'est les ressources que j'ai, les outils que j'ai pour faire quelque chose. Ça peut être tangible, une flotte de transport, une usine, un entrepôt, comme on l'entend, ou bien ça peut être des choses intangibles, ça peut être des brevets pour protéger votre propriété intellectuelle par exemple, ou un savoir-faire. Et quand vous avez quelque chose, quand vous avez un outil, vous faites quelque chose avec, c'est l'ensemble des grandes activités, celles qui sont vraiment représentatives de votre business, quand vous faites quelque chose pour offrir cette proposition de valeur à vos clients. Donc c'est un peu la chaîne de valeur, les grands processus de l'entreprise. Certains de ces processus, vous ne pouvez pas le faire vous-même, soit parce que vous êtes trop petit, soit parce que ça coûte trop cher pour vous. Ou bien certaines de ces ressources, vous n'y avez pas accès en interne. Et donc vous faites un partenariat plus ou moins stratégique, plus ou moins fort, avec un certain nombre d'autres acteurs économiques, d'autres parties prenantes. Et ces 3 composants, ils ont un coût. C'est le dernier composant de ce business model, Canva ici. Et par coût, en fait, on n'entend pas le détail des coûts, on entend la structure des coûts. Prenez un exemple. Skype et puis France Télécom, ils font la même chose d'une certaine façon. Ils vous offrent la possibilité de parler avec quelqu'un d'autre. Et si vous regardez leur structure de coûts, c'est complètement différent. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'un opérateur télécom, ses coûts sont rattachés à l'infrastructure, et pour un acteur comme Skype, ils n'ont pas d'infrastructure, donc leurs coûts sont plutôt rattachés au développement logiciel. Et à ce titre, leur structure de coût est plutôt proche de celle de Microsoft que celle de France Télécom. Alors, voilà, donc les composants étaient ceux-là. Et ce qu'on a décidé de faire il y a quelques années, c'est mettre un canevas dessus, de gommer tout ce qui est fantaisie ici, et de garder ça, et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'effet visuel. On voulait avoir quelque chose qu'on peut utiliser concrètement dans une salle de travail pour travailler ensemble, concevoir ensemble un business model, en mettant des post-it, en les retirant, en les changeant de place. Donc vraiment avoir un outil qui aiderait à la conception initiale d'un business model, ou bien à sa rénovation. Ça, c'était l'idée de départ. Et donc voilà, ce canevas ici, je crois qu'il a été descendu maintenant entre 1 et 2 millions de fois, hein, parce qu'il est en libre service. Ok, alors un petit exemple. Mais avant de prendre mon exemple, je vais vous poser une question. Je viens de Suisse, ok, et on boit beaucoup de café en Suisse. Ma question pour vous est la suivante. C'est, il y a 10 ans, on consommait grosso modo par ménage 100 francs suisses pour le café, environ 8 kilos. 10 ans plus tard, en 2013, à votre avis, est-ce qu'on consomme plus ou moins de café? Pas la consommation. Est-ce qu'on dépense plus pour son café ou moins pour un ménage? Pas pour dans les restaurants. Oui. Oui. Est-ce que vous pensez que ça va jusqu'à être 2 fois plus? C'est-à-dire qu'on dépense, à franc constant, 200 francs maintenant. Oui? Okay. 3? Donc on dépense 3, 4 fois plus. En fait, ça varie entre, on estime, entre 6 et 8 fois plus. Mais on ne consomme pas plus de café. C'est pas nécessairement à cause de Clooney, mais c'est à cause de l'espresso. Un espresso, cette petite capsule ici, le café qu'il y a dedans, parce qu'on consomme toujours à peu près entre 8 et 9 kilos, le café qu'il y a là-dedans coûte grosso modo 5, 6, 7, 8 fois plus cher. Ok? Donc ça a vraiment eu un impact assez fort sur notre environnement. Et les chiffres sont ceux de la Suisse, mais on peut avoir des éléments assez comparables dans d'autres pays. Alors maintenant, quel est le business model d'un espresso? Très rapidement, je n'ai pas le temps de vous le demander de le préparer, sinon je vais me faire tordre le cou par Benjamin, donc j'avance. Et alors, le business model, a priori, il est assez le suivant. J'ai une machine et des capsules, donc l'idée était d'offrir, il y a assez longtemps, un café à la maison aussi bon que le meilleur café dans le meilleur café de Rome. C'était ça l'idée de départ. Les clients sont essentiellement de deux natures. J'ai initialement, ou principalement les maisons, donc les ménages, mais aussi j'ai les entreprises. Et d'ailleurs, vous savez bien pourquoi il y a deux segments. Parce que dans certaines entreprises, il y a des capsules plates, et à la maison, vous avez des capsules coniques. Au début, elles étaient toutes coniques. Pourquoi elles sont plates? Parce que ce segment de clients a trouvé que certains employés, jamais en France, mais prenaient ces capsules, les utilisaient à la maison. Donc ils se sont dit, on s'enlève les plates, elles ne rentreront plus dans le trou à la maison. Et donc j'ai 2 trous différents et 2 capsules différentes. Voilà. Quels sont les canaux de distribution? Alors, la machine se vend à travers des retailers, des distributeurs. Et le café pouvait s'acheter à travers le courrier ou les centres d'appel. Ça, c'était le modèle initial. Puis dès que la vague Internet est arrivée, on a ajouté l'activité e-commerce, ou Internet. Et beaucoup plus récemment, et vous en avez quelques exemples ici à Paris, on a ajouté des magasins physiques de Nestlé, de Nespresso, pour vendre le café et les machines. Donc une diffusion ici, et il faut garder en tête, donc le contact se fait directement entre la société à travers cette proposition de valeur et ses clients. La relation client est assez, non pas personnalisée, mais assez travaillée. On a dit il faut bien connaître ses clients et tout ça. Donc quand vous achetez une machine à café, vous recevez grosso modo 5 kilos de documentation pour vous expliquer que vous êtes membre avis du club Nespresso, que vous allez recevoir du café spécial à Noël et un tas de choses pour garder en guillemets une relation assez émotionnelle avec vous. Et les revenus viennent principalement des capsules et un peu des machines. Exactement le même modèle que Gillette et ses lames, ou bien les imprimantes et l'encre. D'accord, c'est plus ou moins gratuit et vous ruinez avec l'encre. Parce que le café, vous l'achetez assez souvent. Et puis, en termes de ressources, ils ont des usines pour fabriquer des millions de capsules par jour. Ils ont des brevets, et vous le savez en France parce qu'il y a quelques grands procès, parce que maintenant il y a une certaine concurrence, des gens qui ont eu l'idée de faire la capsule identique pour entrer dans la machine, ça leur évite de vendre des machines. Et puis ils ont aussi la marque, on l'a vu Clooney tout à l'heure. Et puis avec ces composants-là, en fait, ils font
les trois activités traditionnelles d'un distributeur, si vous voulez. C'est le marketing, la production, c'est millions de capsules par jour, et la distribution. Et depuis le début, ils ont un partenariat avec les principaux fabricants de machines. En France, pendant un certain temps, avant certains soucis, ça a été Moulinex, en France c'est Bosch, en Suisse c'est Tourmix, et puis les coûts sont grosso modo rattachés à ce qu'on vient de voir ici à gauche. Donc ça c'est le business model de Nespresso. Ok, quels sont les résultats? Les résultats, c'est à peu près 30% de croissance dans les 12 dernières années, et c'est 4 milliards avec une seule ligne de produit. Donc c'est assez spectaculaire. Donc oui, on peut dire, bah tiens, c'est un modèle d'affaires ici, ou en tout cas un business qui a changé assez le monde de l'espresso, et on l'a vu, l'impact sur les Suisses, c'est qu'au lieu de dépenser 100 francs, ils dépensent grosso modo 600 ou 700 francs maintenant. Ah, mais ma démonstration ne serait pas complète sans ce que je vais ajouter maintenant. En 1987, cette société a pratiquement été en faillite. C'est l'exemple de tout à l'heure, de 92, si j'ai bien compris. Pourquoi? Il y a sûrement 36 raisons, et on fera un jour l'exégèse, ou en tout cas de tout ce truc-là, mais il y a en tout cas une raison qui est certainement explicative partiellement du phénomène, c'est le suivant. C'est quand ils ont lancé cette nouvelle activité, ce produit était entièrement identique avant 87, après 87. C'est exactement le même produit. Ils étaient dans cette logique, ils demanderaient à des constructeurs de machines de fabriquer ces machines. Les clients étaient à peu près les mêmes, c'était au départ les petits business et les petits restaurateurs. Mais une grosse différence. On est dans le groupe Nestlé. Le groupe Nestlé a une culture business to business. Donc ils se sont dit, on va reproduire ce phénomène-là. On va utiliser une alliance avec nos fabricants de machines qui seront tout contents de vendre leurs machines, et by the way, ils vendront notre café. Et ça a été le modèle qu'ils ont travaillé pendant un certain temps, parce que cette société a cette culture d'entreprise. Et quand Gaillard, le nouveau CIO, est arrivé dans ces années-là, qu'il a transformé, c'est qu'il est revenu au modèle où il a construit ce business model sans changer du tout le produit, rien au niveau du produit, que vous avez vu tout à l'heure, mais simplement en changeant, en guillemets, des éléments extérieurs à ce produit, à cette innovation produit. Il a complété cette innovation produit par cette construction assez bizarre ou un peu différente, un business to consumer. Ok. Alors, ici c'est facile ce qu'on vient de faire, d'accord? On vient de démonter d'une certaine façon un business model existant. Mais dans une entreprise, on n'est pas dans cette situation-là. Si vous êtes une start-up, vous allez en créer un, et si vous êtes par contre une entreprise établie, vous allez essayer de le changer, de le modifier ou de le rénover. Alors, que veut dire en fait cette idée de la conception que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure? Ici, j'ai mis une ligne. De ce côté-ci, j'ai essayé de mettre les activités qu'on fait quand on a cette pensée rationnelle, quand on décide entre quelque chose. On décide entre choisir ceci ou ceci. D'accord? Et donc là, nos gens, et les gestionnaires et nos étudiants sont drillés à décider. Toute la formation est orientée vers la décision. Et en fait, de ce côté-ci, il y a la pensée dite intuitive, c'est la pensée, entre guillemets, des artistes, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, et on n'a pas besoin de mesurer s'ils sont efficaces, profitables et tout ça, ils créent quelque chose comme ils ont envie de le faire. Et entre les deux, il y a cette idée de design, c'est-à-dire de pouvoir, entre guillemets, faire quelque chose qui n'est pas choisir entre 1 et 2, mais de venir avec une troisième alternative, de mettre des alternatives et de se mettre dans une position pour choisir quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans cette boîte à outils, il y a autre chose que uniquement des modèles d'optimisation, des modèles de décision. Il y a des outils qui sont plutôt l'apanage des gens dont c'est le métier de faire le design. D'accord? Ce sont des designers, ce sont des architectes. J'en ai pris un ici, c'est Frank Gehry, parce qu'on a suivi son activité dans une business school à Cleveland. Donc, je vais juste focaliser sur, dans cette boîte à outils, un outil, celui de modèle multiple. Un architecte, quand vous le voyez travailler, et c'est assez spectaculaire, au début, il ne se fiche sur aucune idée, il ne décide pas a priori. Donc il vient et il utilise des techniques, avant de faire ce bâtiment-là, que vous reconnaissez, il va en fait faire des sketchs, il va venir avec des drafts, et ils vont être très différents l'un de l'autre, et puis une fois qu'il pense qu'il a une idée un peu mature, il va la transformer en une maquette, et il va en faire plusieurs tailles, plusieurs couleurs, plusieurs matériaux différents, et tout ça pour le même building, et puis in fine, il va venir sur un bâtiment. Donc au début, il s'est mis dans une solution où en fait, il vient avec de nouvelles alternatives. Et juste une petite parenthèse, dans le domaine de la gestion, on utilise aussi ce mot prototypage. On dit on fait un prototype, mais souvent l'idée est la suivante.
On vient avec quelque chose, et puis on dit à la personne, est-ce que tu penses que c'est à peu près ça qu'on a envie de faire? Et la personne dit oui, mais j'aimerais bien un peu plus grand et avec le chapeau rouge. Et au coup suivant, on vient avec ça, et donc on a affiné l'idée, et ça correspond assez à ce qu'il avait pensé, ou il avait imaginé sur base du premier, ou du deuxième, ou du troisième prototype. Donc on est dans une logique, quand on parle de prototypage en management, plutôt de refermer les choses. Et l'architecte, et c'est ce qui a énervé certains collègues qui venaient du business, on était dans une business school pour lequel Frank Gehry et son bureau ont fait le bâtiment, on vient, la première fois il présente ça, et la deuxième fois, l'architecte vient avec quelque chose, et l'utilisateur a dit j'aimerais bien ça, mais un chapeau rouge, et la deuxième fois, il vient avec ça, c'est tout noir et c'est couché. Et là, les gens sont assez énervés, des gens habitués à la gestion. Pourquoi? Et stop! Il y a 2 mois, on a décidé que ça serait rond, transparent. Et on a décidé que ça serait un peu plus haut. Pourquoi est-ce que maintenant tu viens avec quelque chose qui est complètement différent, c'est couché, c'est noir? Et là, l'architecte a dit, ah oui, t'as raison, oh oui, ça m'a échappé. By the way, tu n'aimes pas ça? Parce que pour lui, là, le prototype n'est pas quelque chose pour affiner une idée, mais pour ouvrir des champs, pour ouvrir des alternatives, pour faire discuter, pour faire réagir. Et ça, c'est une des choses que nous avons pas mal de peine à faire passer en entreprise. Et je pense qu'il y a des gens ici qui ont un peu l'expérience de ça, de pouvoir amener dans l'entreprise cette idée que le prototype ou le bout de quelque chose qu'on est en train de faire est en fait un prototype. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le business model? Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement venir avec 100 idées différentes, mais en tout cas peut-être plus qu'une. Et ça peut prendre des formes différentes, ça peut être sketché sur un mur, ou ça peut être fait mais en gardant la chose suivante. Il faut éviter de tomber amoureux de sa première idée. Pourquoi? Parce que si vous vous limitez à une idée, par définition, l'idée, si vous n'en avez qu'une, c'est la meilleure. Mais quand vous en avez 2, il faut choisir la meilleure des 2. D'accord? Et donc l'idée, c'est de ne pas la raffiner non plus trop vite. Parce que dès qu'on la raffine trop vite, on est scotché. Et regardez, faites le test, et on le fait assez fréquemment. Vous dites, sur 1 heure, il faudrait arriver avec une idée, par exemple d'un business model ou d'un nouveau service. Et vous voyez très souvent, dans les groupes, il y a quelqu'un qui est venu avec une idée, et tout a tourné autour de cette idée dans la fin de la séance. Donc on a passé beaucoup plus de temps à raffiner une idée qu'à générer des idées. Et l'idée, c'est d'inverser la proportion. C'est peut-être de passer 1 demi-heure sur l'heure à d'abord générer des idées, et puis après, éventuellement, les éliminer, en prendre une et commencer à raffiner. Ça, c'est un des enjeux, à mon avis, pour les entreprises, de ne pas raffiner trop vite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de jeter des bonnes idées. Parce que sur 2, sur 3, sur 4, c'est sûr que potentiellement, il y en avait plusieurs qui étaient bonnes. Et donc, il faut être capable de jeter des idées. Un manager n'aime pas jeter des idées. Il préfère avoir une idée et passer du temps à l'implémentation de ces idées. Donc, ici, un tout petit exemple. Si vous essayez de publier un livre, la façon habituelle de faire, c'est d'écrire un manuscrit, de l'envoyer, d'attendre la réponse, et puis, si c'est oui, ok, on va continuer, on va avec le... Et ce qu'on a fait quand on a créé ce livre, en fait, on a essayé 8 business models différents. Regardez ici, livre online, des books sponsorisés, des livres sponsorisés, fait soi-même. Puis finalement, on est revenu après, on en a choisi un, on l'a co-créé, dit-on, et puis on en a éliminé un tas. Et le fait de se mettre dans cet état-là fait que la première idée qui est spontanée, qui fait que 95% des livres dans l'académie sont faits avec le premier modèle, pour nous en tout cas n'a pas joué, on était tout content de prendre celui-ci et de le tester, d'aller plus loin. Après, il est vrai qu'après avoir connu certaines choses, on a changé de business model entre-temps, on pourrait en dire un petit mot tout à l'heure. C'est l'idée vraiment prototypée. Ça, c'est la première idée. Et il y a d'autres techniques de design que les gens de métier de design peuvent appliquer, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais une très importante, c'est cette idée de venir avec des idées et de générer des idées. La dernière idée, ici, pour cette soirée, c'est il existe beaucoup de façons de vérifier la qualité d'un business model. Et on en connaît plusieurs. Et on connaît ces techniques SWOT, où on essaie de voir un peu les forces et faiblesses du modèle, ou bien dans certains cas, on essaie aussi de les chiffrer, parce qu'on aime bien sûr les chiffres, c'est nécessaire dans l'entreprise. Et puis on essaie de faire des simulations et de voir si ça tient. Tout ça, on le fait dans le laboratoire. Mais ça ne garantit pas nécessairement qu'on a des clients. Je prends un exemple ici. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce device, 2-3 personnes ici l'ont peut-être connu. Donc c'est un device Flow qui a été conçu par Qualcomm, grosse entreprise. Et puis vous allez voir que cet objet va devenir un peu le client-serveur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un projet qui est né avec une idée.
l'idée vraiment du patron. Une idée, il était, pourquoi? Parce qu'on lui disait, le marché est mature pour avoir un petit device sur lequel tu regarderas la télévision à la demande ou bien des films à la demande. Comme c'est une bonne entreprise, elle a tout réalisé. Elle a fait le design, elle a fait la construction, elle a acheté des licences, elle a fait des contrats avec des gens de contenu. Elle lance le produit, 6 mois après elle l'arrête. Et elle a dépensé sur cette expérience 800 millions. Parce qu'on n'a jamais pensé qu'il fallait demander l'avis des gens avant de lancer le projet. On l'a vu quand on l'a lancé. Et l'avis qu'on a pris, c'était l'avis d'experts. D'accord? Qui disaient, oui, le marché est mature pour faire ce genre de choses, maintenant il faut y aller. Et ça nous a donné l'idée, à plusieurs, avec Steve Blank et tout ça, de dire, est-ce qu'il est possible d'envisager certaines techniques où quand je suis en train de créer ou de vouloir modifier un business model, je puisse le vérifier avant de lancer le projet. Pourquoi? Parce que quand on a fait un business model et qu'on l'a fait dans l'entreprise, au comité de direction ou avec les entrepreneurs qui voulaient se lancer, ce n'est qu'un ensemble d'hypothèses en fait. Et l'idée, c'est qu'il n'y a aucun fait dans l'entreprise. Donc il faut sortir, il faut pouvoir aller dehors, il faut pouvoir, entre guillemets, avant de lancer l'entreprise, avoir des interviews avec des gens qui vont utiliser ces produits, avec peut-être d'autres parties prenantes. Donc il faut pouvoir, entre guillemets, tester ces hypothèses avec des gens réellement, et pas dans une phase d'exploitation, pas dans une phase d'expérience, mais dans une phase de recherche du bon business model. Et ça porte un nom, on appelle ça Lean Startup, ou bien on peut appeler ça Customer Development. L'idée c'est, tant qu'on n'est pas garanti de ça, on ne va pas à l'étape suivante. Cette partie-là, c'est la recherche du bon modèle, la conception, c'est l'activité qui nous intéressait, et ça c'est l'exécution, c'est le fait de déployer, de faire, qui est bien sûr une des actions clés, mais que je ne couvre pas ici. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on imagine de lancer le projet pour éviter ça, pour éviter de brûler trop de gaz. Et donc voilà, ça c'était l'idée. Donc ce qu'on a fait très rapidement ici, c'est couvrir un peu ce que nous considérons être un business model ou une façon de décrire un business model. J'ai évoqué une technique de design qui fait du sens et qui semble assez appréciée, surtout quand on est dans une phase d'émergence, de construction. Et enfin, très très brièvement, cette idée de tester. Voilà, ça c'est... Merci beaucoup, Monsieur Pinière. Après cette charismatique intervention, place aux questions. On va réduire un petit peu la séance de questions-réponses, mais la parole est à la salle si vous souhaitez interroger à la fois nos praticiens et notre expert académique. Bonjour, Edouard Sikarski, EDF. Je m'interroge sur la nécessité d'avoir une presque mort pour être en rupture. Enfin, quand je vois le cas IBM, quand je vois le cas plus récemment avec Qualcomm, des choses comme ça, est-ce que ou même Apple, je pense qu'Apple était dans le même cas, est-ce que c'est une condition sine qua non pour rompre avec son passé C'est bonne. J'en sais rien. Je pense que c'est qu'on devrait au contraire essayer de se transformer quand on va bien. C'est assez académique de dire une chose pareille. Et je suis convaincu que c'est ce que IBM essaye de faire en ce moment. C'est-à-dire que certes, la suffisance et l'arrogance d'IBM dans les années 90, parce qu'il faut appeler la chose par son nom, a failli causer sa mort, ce qui aurait été, à mon avis, désastreux pour beaucoup. Mais ça devient maintenant une espèce de business model, si je puis dire, c'est-à-dire de transformation. Transformation for the sake of transformation. Et je crois que, donc maintenant, ou bien d'autres disent continuous transformation. Il y a plusieurs modèles, mais en réalité, ça se traduit par, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Allô, il y a un client ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc le vrai problème, c'est, j'aurais même tendance à penser que c'est le plus important pour une entreprise de B2B comme la nôtre, qui est toujours de tester le client, toujours de tester le business model avec le client. Et si on écoute correctement, si on interagit correctement, alors on va essayer de se mettre dans des situations de rupture.
Le vrai problème, c'est de ne pas nécessairement écouter le besoin d'un client, c'est de l'écouter et ensuite d'en décider quels sont les scénarios de rupture. Et je crois que le deuxième point, c'est, je vous l'ai dit, on en a tiré une façon de faire qui est que, au fond, on était prêt à tout changer à l'exception de nos valeurs. Tout changer. IBM, c'est une entreprise qui est prête à tout changer à l'exception de ses valeurs. Mon voisin disait qu'on a été capable de jeter Charlot. Et pour beaucoup, vous avez absolument raison, qui ont participé à la création de la première usine de PC en 1981 à Boca Raton, ça a été vraisemblablement un crève-cœur. Et on l'a fait de façon assez réfléchie, basée sur des faits, en interviewant nos clients constamment, en disant est-ce que ça va pas changer notre relation avec vous, BNP Paribas, ou vous EDF, le jour. Mais je me souviens très bien avoir fait la visite chez EDF, et je me est-ce que le jour où on n'aura plus de micro, non, on peut y aller. Mais on n'aura pas le bout en bout, donc on essaie. Et on a eu d'excellentes remarques d'ailleurs de la part des gens. Il suffisait de leur poser la question. Et franchement, enfin, donc cette idée qu'il faille être en quasi-mort pour pouvoir se transformer est une idée fausse. Quand on y réfléchit bien, je pense que la vie et les technologies et les scénarios de rupture sont tellement là autour de nous que ne pas se transformer, prendre un risque pour sa survie. Donc je crois que toutes les entreprises doivent avoir des scénarios de transformation. Oui, bonjour, Dimitri Carbonnet de SFR. J'ai une question notamment à M. Pigneur. S'il y a, je dirais, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on demandait aux gens, tiens, comment vous imaginez un robot qui aspirerait? En général, ils diraient, bah, tiens, je prendrais un robot, et puis après, il prendrait l'aspirateur et il l'aspirerait. Puis on se rend compte que ça veut dire tout ça, parce que ce sont effectivement, par exemple, des Roomba ou d'autres, des aspirateurs, robots aspirateurs. Et donc, ma question est la suivante, comment est-ce qu'on fait, justement, parce que si on pose la question avec une solution au client, lui avoir une vision de la solution, alors que peut-être c'est pas du tout la même solution. Je crois que vous n'avez pas compris ce que j'ai essayé d'expliquer, et ça rejoint la question préalable. Je n'ai pas dit qu'il fallait demander aux clients ce qu'ils voulaient, et je pense pas que c'est ce qui a été évoqué ici. Ce qui a été évoqué, c'est de dire qu'une fois que vous décidez que SFR se met dans les robots, je ne savais pas qu'il était dans ce business-là, c'est qu'une fois que vous avez pris cette décision, là vous avez peut-être intérêt de tester le type de robot que vous avez imaginé avec des gens ou avec des gens qui potentiellement pourraient un jour l'utiliser peut-être dans le futur. Donc ça c'est très différent, c'est pas leur demander ce que vous voulez, mais par contre c'est dire une fois qu'on a pris cette décision, et je vais prendre un exemple. Amazon il y a quelques années avait des clients, typiquement c'est vous qui achetez des livres hein, ou autre chose. Et puis ils ont dit, tiens, j'ai une ressource exploitée ou que je pourrais exploiter un peu mieux qui est mon IT, et je pourrais me lancer dans une activité de type cloud computing. C'est sûr qu'il n'y avait pas de clients pour poser la question, parce qu'ils ont changé de monde, puisqu'en fait, ils ne vont pas vendre des services à vous, mais à des entreprises qui vous vendraient des aspirateurs. D'accord? Donc à ce moment-là, ça n'a pas de sens d'aller vous demander quels sont les services du cloud computing que vous voulez. Par contre, une fois que vous avez décidé de faire ça, alors là, vous avez peut-être intérêt à essayer de trouver des entreprises qui potentiellement seraient des clients chez vous pour essayer de tester votre idée, aller un peu plus loin avec eux avant de décider de déployer. Et je pense que ce qui a été évoqué ici n'a pas été dit on va demander aux clients quelle est la future solution qu'ils aimeraient bien avoir d'IBM, mais c'est de rester à l'écoute. Lui parlait peut-être principalement de ses clients actuels, mais je pense qu'il y a des exemples d'entreprises et certaines qui se portaient bien quand ils ont décidé de changer un peu ou d'ajouter à leur portfolio de business model une nouvelle activité qui nécessitait peut-être d'avoir d'autres types de clients que ceux qu'ils avaient dans leur modèle de base. Donc je ne pense pas que c'est établir votre proposition de valeur à partir de ce qu'ils souhaitent, mais une fois que vous avez décidé ça, avant d'aller plus loin, je pense que ça vaut la peine. Bonjour, Florie Bugeaud, je fais partie de NECOI. On est un cluster et une équipe de recherche et d'innovation sur la thématique de l'innovation par les services. Alors on voit très bien ici comment nos thématiques s'entrecroisent très souvent, bien évidemment. Et j'avais une question concernant en fait les compétences que vous avez utilisées pour mener à bien ces projets de transformation.
On a en particulier nous, des designers de services et des ergonomes de services. Donc, est-ce que c'est justement pour ces questions de design, de prototypage et de test auprès des clients des compétences dont vous bénéficiez, et sinon, par quel type de compétences vous passez pour cette transformation? Pour le cas de l'automobile, on a travaillé avec des artistes, des philosophes, des historiens, des gens qui savent s'exprimer, des journalistes, pour avoir des avis divers, sans en attendre quelque chose de particulier, mais juste pour montrer qu'il y avait d'autres avis possibles. À partir du moment où on en trouvait un deuxième, ça voulait dire qu'il y en aurait un troisième ou plus. Et ça vient vraiment de ce travail-là avec des gens qui n'étaient pas du tout, je n'ai rien contre les ergonomes ou les gens qui sont déjà prédestinés à trouver la solution. Mais là, en ayant fait le tour de tous ceux qu'on avait sous la main dans l'industrie, dans l'automobile, qui a beaucoup de moyens pour stagner, on est allé chercher ailleurs des gens qui savaient s'exprimer avec des méthodes d'expression aussi. On a passé par la vidéo, par beaucoup de choses, et l'expérimentation artistique pour comprendre ce qu'était l'ouverture et dans ce cas précis, on a travaillé avec des gens non prédestinés pour justement ouvrir. Je ne sais pas si je répondrai à votre question, mais je vais quand même répondre à une question donnée. Par exemple, nous croyons, nous, à l'intelligence collective dans une entreprise. Je répète, nous croyons à l'intelligence collective dans une entreprise. C'est facile à dire, et en général, en France, c'est assez peu admis. En France, c'est de l'ingénieur seul dans l'innovation qui vient dans un bureau fermé, généralement, enfin j'exagère un peu, hein. Mais et en réalité, si vous prenez la profonde transformation d'IBM autour de ce programme, qui est d'abord un programme de transformation avant d'être un programme de marketing, qui s'appelle un programme pour une planète plus intelligente, The Smarter Planet, dont vous avez peut-être entendu parler. Ce qui amène à rendre les villes plus intelligentes, rendre les business models dans les entreprises plus intelligents, moins destructifs, plus durables, etc. Cette problématique de Smarter Planet, elle est venue en réalité parce que nous avons posé la question aux 400 000 IBM. Nous avons demandé aux 400 000 IBM avec un outil qu'on appelle un JAM, d'ailleurs c'est un outil de collaboratif qui utilise des outils d'analyse syntaxique et qui permet à tout le monde de s'exprimer, et ensuite les idées essentielles, subtiles d'ailleurs, par synthétiser, surgissent, et on finit par en déduire avec des modérateurs les lignes de force. Cette idée du programme, qui est sans doute aujourd'hui le plus gros programme qui guide la stratégie d'IBM, Smart Planet, la planète intelligente, est née par ce jam de 400 000 personnes. Donc, il est simplement là. Les IBMers eux-mêmes ont dit « J'aimerais bien que les technologies sur lesquelles je travaille et les innovations que je mets à disposition puissent rendre cette planète un peu plus intelligente. » Et quand on a présenté ça au COMEX, je me souviens que les gens du COMEX étaient quand même assez ébouriffés. Certains disaient « Bon, atterris, mon bras, t'as la piste en vue. Genre, mais on vend quoi? Et puis quand? Et puis ça coûte combien? » Mais les IBMers ont trouvé l'idée. Et maintenant, c'est pratiquement la plus forte programme de croissance à l'intérieur de l'IBM. Oui, je voulais revenir sur la question que vous posiez, est-ce qu'il faut vraiment aller très mal pour se transformer? Je crois qu'il y a un élément qu'on a peut-être sous-estimé, c'est la personnalité des dirigeants. Il y a l'ancien président d'Intel avait écrit un bouquin, Only Paranoid Can Survive. Ça remonte une vingtaine d'années. Puis quand on voit quelqu'un comme Steve Jobs, il n'était jamais content. Il remettait tout en cause en permanence, il inventait, il challengeait tout le monde en permanence. Xavier Niel chez nous, c'est un peu la même chose, il n'est jamais content non plus, il a des idées tout le temps. Le patron de HCL, 90 000 personnes en Inde, 90 000 personnes. Aujourd'hui, il a un taux de croissance au cours de 5 dernières années de 25% par an. Il n'était jamais content non plus, il a changé le business model chez lui, il a dit « Employees first,
customer second. Donc il a inversé la pyramide. Bon, il y a des gens comme ça qui ont une vraie vision, une vraie conviction. C'est valable pour Bezos. Enfin, il ne s'est jamais découragé. Alors que souvenez-vous, Amazon, bon maintenant on trouve ça formidable et évident, mais pendant des années il a tiré la langue, il a recherché des financements. Donc je pense qu'il y a quelque part, il y a des gens qui sont un peu dérangeants, des patrons chieurs, mais qui ne sont jamais complacent, entre guillemets, qui sont dans une logique de s'auto-remettre en cause en permanence parce qu'on peut toujours faire mieux, on peut toujours inventer mieux. Voilà. Je pense que ça contribue beaucoup à la survie des entreprises. Quand on pense qu'on a tous fait de la photo, qui aurait pensé que de notre vivant, on verrait la disparition de Kodak? Enfin, c'est juste inimaginable. C'est inimaginable. Bonsoir, Lionel Arnaud, consultant F Initiativas et ancien étudiant du Master MPI. J'avais une question en fait plutôt pour Monsieur de Cercles, qui est une question un peu moins théorique que les précédentes. Je voulais simplement savoir en fait comment est-ce qu'on parvient à convaincre par exemple une marque comme Levi's de donner ses produits gratuitement au risque de voir, je sais pas, son image de marque chuter très fortement. Quel est l'argument qui... De Levi's, de Lewis des jeans? Par exemple, oui, ou une autre, mais... Ouais, écoutez, ça c'est comme on dit chez Darty, c'est un contrat de confiance. C'est un contrat de confiance, pourquoi parce que nous avons convaincu avec une poignée d'autres entrepreneurs, des anciens patrons, un ancien vice-président de L'Oréal, etc. On s'est tous fédérés, on avait décidé d'avoir une retraite très active et de servir. Bon. Quand on va voir ces gens-là et qu'on leur dit, ben voilà ce qu'on est en train de monter, la filière sécurisée, on va la garantir de la manière suivante, c'est que les associations s'engagent à ne pas revendre, etc., etc. Je crois qu'on arrive avec notre rigueur, qu'il faut l'imagination, mais il faut aussi beaucoup de rigueur. Donc, avec la rigueur, avec nos process, avec notre reporting que l'on fait, on a convaincu Célio, on a convaincu Etam, on a convaincu Éminence, L'Oréal, Seb, et aucun produit ne se retrouve sur les marchés. Je ne vous cache pas que sur les 350 associations, il peut y avoir un mouton noir. Bon, on en a diagnostiqué une, elle est poursuivie au pénal, et le fondateur sera en garde à vue bientôt. Mais c'est, si vous voulez, parce qu'on ne rigole pas, si vous voulez, on ne peut pas s'offrir le luxe, alors qu'on a un vrai rôle de mission sociale, d'avoir une association qui commence à rompre un contrat de confiance qui tient en une page. Donc on est très rigoureux sur la sélection des associations et on a vraiment créé une filière spécialisée. Et on aura des trucs compliqués, mais on arrive à convaincre parce que ça marche, parce qu'il y a une dynamique positive. Et c'est toujours très difficile au début, on pousse, et puis après on a un peu d'élan, puis après ça commence à prendre. Et voilà. Merci. Et si je peux juste me permettre de compléter en fait, pour parler du crédit d'impôt dont vous parliez tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui nous concerne pas mal. Vous disiez que toutes les entreprises ne demandaient pas justement le crédit d'impôt, toutes ces donatrices ne valorisaient pas en fait leurs dons fiscalement. Comment ça se fait? Il y a un vieux principe de droit qui n'est pas d'intérêt, pas d'action. Or, vous avez deux types d'entreprises. Alors le crédit d'impôt, c'est pas compliqué à mettre en œuvre, mais c'est 60% du prix de revient industriel du produit. On s'aperçoit que dans les entreprises où le capital et le travail dans la même main, le crédit d'impôt est généralement demandé. Mais on s'aperçoit que dans les grandes multinationales, comme le patron de la division lambda est jugé sous ton débit avant impôt, les impôts c'est un truc du siège. Donc il n'y a pas encore de cohérence. Or, quand même, ça peut représenter... Donc, c'est simplement ça. Donc, comme on a pas mal de grosses multinationales qui nous donnent des produits, certaines ne demandent pas vraiment que le crédit d'impôt. Et voilà, si elles le demandent, elles l'auront, mais ils n'ont pas les process en interne. Parce que c'est déjà suffisamment compliqué de réorganiser ces process en interne pour donner, au lieu de détruire... qui était beaucoup plus facile, que si on rajoute une complexité, mais je suis persuadé que d'ici 2-3 ans, ils demanderont. Mais pour l'instant, beaucoup ne demandent pas. On a mis en place le crédit de recherche à IBM
en 24 heures. 24 heures. Une dernière question éventuelle avant de vous faire profiter de notre cocktail assez innovant. Bonsoir. Hervé Leroy, Actis Consulting. Il faut le coller. Quand on est dans des réflexions de business model systémiques, un peu comme celui de Fricard, on est pris un peu de vertige parce qu'on se doute bien que le nouveau business model ne concerne pas une seule entreprise, mais tout un écosystème où plusieurs entreprises doivent s'organiser pour rendre viable en fait la nouvelle construction intellectuelle. Donc, comment on s'y prend? Quels sont les outils qu'on a pour faire progresser un business model à plusieurs, pas seulement une idée qu'il faut faire vivre à l'intérieur d'une entreprise, mais amener les gens finalement à se déplacer en harmonie pour arriver à un moment donné où le business model va s'imposer comme une évidence. Voilà, il ne s'est pas encore imposé comme une évidence. Pourtant, ça dure depuis un petit moment. Pour cette difficulté dont vous parlez, de faire travailler différents métiers ensemble, qui sont totalement différents. Les premières questions qui ont été posées par les industriels, par exemple, une question était de « mais très bien, je comprends très bien, ça m'intéresse, mais qu'est-ce que va emporter la grande distribution ?» et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un outil, bon, il faut comprendre que le Fricard Project, c'est un résultat qui s'est aggloméré au fur et à mesure comme il y ressemblait. Hein. C'était pas une direction, c'était si on veut solutionner ce problème-là, alors celui-là, une fois qu'on a ça, est-ce que ça solutionne l'autre? Donc c'est un résultat. Le seul outil, ça a été de le rendre public, en fait. J'ai mis beaucoup de temps avant de le faire, ce qui était peut-être une erreur, pensant que le premier qui se sentirait intéressé penserait que peut-être, étant le premier, il aurait plus de facilité à le mettre en place. Au contraire, c'est une question de courage et d'implication, et donc, comme ça repose sur plusieurs personnes ou sur plusieurs métiers, à ce moment-là, depuis que ça a été rendu public, c'est beaucoup plus clair, et certains s'expriment sur leur propre métier, et ça permet de mettre tout le monde au courant au même moment. C'est un peu plus. C'est pas encore. Presque. Parfait, bon, merci beaucoup. Vous pouvez évidemment applaudir les intervenants. Donc ceux qui auront le courage de gravir quelques escaliers en suivant nos étudiants et les indications pourront découvrir un petit cocktail assez innovant qu'on nous a réservé et qui devrait sympathiquement cette soirée. Merci à tous.